Imaginez être aux funérailles de l'homme que vous avez aimé pendant 53 ans. Les fleurs fanées, le cercueil fermé, les condoléances murmurées, et puis, votre téléphone vibre. Un message qui glace le sang. Je suis vivant, je ne suis pas dans le cercueil. Qui jouerait avec la douleur d'une veuve de 72 ans? Et pourquoi cet avertissement terrifiant? Ne fais pas confiance à notre fils et à sa fiancée. J'ai cru que la mort de mon mari était la pire douleur possible, jusqu'à ce que je découvre la trahison qui se cachait dans ma propre maison. Mon fils que j'ai porté dans mon ventre, que j'ai bercé dans mes bras, complotait pour me faire disparaître. Des médicaments suspects, un testament falsifié, et cette maison de repos qui ressemblait étrangement à une prison. Mais à 72 ans, on me croyait faible et dépassé. Ils ne savaient pas que les roses les plus anciennes ont aussi les épines les plus acérées. Cette histoire de trahison familiale et de survie vous bouleversera jusqu'à la dernière seconde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et d'où vous nous regardez. Et surtout, partagez cette histoire avec ceux qui croient encore que l'amour familial est inconditionnel. J'avais 72 ans quand j'ai vu mon monde s'effondrer devant moi. C'était un mardi de novembre, le ciel gris de Lyon pleurait comme si même les nuages comprenaient ma douleur. L'odeur des fleurs fanées se mêlait à l'encens froid de l'église Saint-Jean, où le corps de mon mari, Henri, reposait dans un cercueil fermé. 53 ans de mariage. 53 ans à partager le même oreiller, le même pain, les mêmes rêves. Et maintenant, je me tenais là, dans mon tailleur noir que j'avais acheté pour l'anniversaire de notre petite fille l'année dernière, incapable de dire au revoir à l'homme qui avait été mon pilier. « Maman, tu dois manger quelque chose », me chuchota Étienne, notre fils unique, en me tendant un mouchoir. Son visage était composé, trop composé pour un fils qui venait de perdre son père. Derrière lui, Camille, sa fiancée depuis 5 ans, me fixait avec ce qui semblait être de l'impatience. Elle ajustait constamment ses bijoux coûteux, comme si ce service funéraire l'ennuyait profondément. Les voix étouffées de la famille paraissaient lointaines. Les toutes mes condoléances et les « il nous manquera » glissaient sur moi comme de l'eau sur du verre. À l'intérieur, je hurlais. Comment était-il parti ainsi, sans me dire adieu? La crise cardiaque avait été si soudaine, trop brutale pour que vous puissiez le voir, Madame Fournier, avait insisté le médecin, un ami proche d'Étienne. Le cercueil doit rester fermé. Mais pourquoi? Henri avait toujours dit qu'il voulait un adieu à visage découvert. C'est alors que mes mains tremblantes ont senti la vibration de mon téléphone dans la poche de mon tailleur. Je l'ai sorti discrètement, pensant que c'était peut-être ma sœur qui n'avait pas pu venir de Marseille. Mais ce n'était pas elle. Un numéro inconnu. Et ces mots qui ont fait s'arrêter mon cœur. Je suis vivant. Je ne suis pas dans le cercueil. J'ai senti le sang quitter mon visage. Ma vue s'est brouillée. J'ai regardé autour de moi, cherchant qui pouvait se moquer aussi cruellement d'une veuve de 72 ans, mais tous semblaient absorbés par le service. Tous sauf Étienne, dont les yeux s'étaient fixés sur le téléphone dans mes mains avec une intensité troublante. Mes doigts ont tapé, maladroitement. « Qui êtes-vous » La réponse est arrivée comme un coup de poignard. Je ne peux pas le dire maintenant, mais sois prudente et ne fais pas confiance à notre fils et à sa fiancée. Notre fils. Notre fils. Seul Henri pouvait dire « notre fils ». J'ai levé les yeux vers le cercueil en acajou brillant, le cercueil fermé, le cercueil qu'Étienne avait insisté pour garder scellé contre la tradition, contre les souhaits d'Henri, le cercueil qui contenait, quoi exactement? Maman, à qui écris-tu? La voix d'Étienne était douce, mais ses yeux étaient froids. J'ai rapidement rangé le téléphone. Personne, mon fils. Juste ta tante. Le regard qu'il a échangé avec Camille m'a glacé le sang. Un léger hochement de tête, un sourire à peine perceptible. Ils se sont rapprochés et ont chuchoté quelque chose. J'ai vu Camille rire doucement derrière sa main gantée. Qui rit à l'enterrement de son futur beau-père? Pendant que le prêtre parlait de la vie bien remplie d'Henri, de son dévouement à sa boulangerie familiale dans le Vieux-Lyon, de sa générosité envers les sans-abri de la place Bellecour, je ne pouvais penser qu'à cet message, à ce cercueil fermé, au nervosisme d'Étienne chaque fois que je m'en approchais, à la façon dont il avait insisté pour que je prenne ces nouveaux médicaments pour mon anxiété, depuis que Henri était parti, des médicaments qui me rendaient somnolente, confuse. La vérité m'a frappé comme un coup de tonnerre. Et si Henri était vraiment vivant? Et si ce corps n'était pas le sien? Et si mon propre fils? Non, c'était impossible, impensable. Étienne ne ferait jamais. Madame Fournier? Le notaire, Monsieur Leblanc, s'était approché de moi après la cérémonie.
Nous devrons discuter du testament très bientôt. Votre fils a suggéré demain matin. Si tôt? Ai-je murmuré. Il m'a dit que vous souhaitiez régler ces questions rapidement. Son regard était inquiet. Est-ce vrai? Je n'avais jamais dit une telle chose. Sur le parvis de l'église, alors que la pluie fine tombait sur mon visage comme des larmes que je n'arrivais plus à verser, j'ai senti le téléphone vibrer à nouveau. Le corps dans le cercueil n'est pas le mien. Surveille ton café du matin. J'ai levé les yeux et j'ai vu Étienne me fixer intensément depuis la limousine noire. Son bras était autour de Camille, mais ses yeux ne quittaient pas les miens. Des yeux qui ne ressemblaient plus à ceux du petit garçon que j'avais bercé pendant des nuits entières quand il faisait des cauchemars. En cet instant précis, j'ai su que quelque chose de terrible était caché dans cette mise en scène macabre et que je devrais découvrir la vérité seule. Car si Henri était vivant, qui était dans ce cercueil? Et pourquoi notre fils voulait-il nous détruire tous les deux? Le cimetière de Loyasse nous attendait sur la colline. Le cercueil serait bientôt mis en terre. Et avec lui, peut-être, des secrets que certains voulaient enterrer à jamais. Mais je n'étais pas prête à laisser faire. À 72 ans, on me croyait faible, dépassé, facile à manipuler. Ils ne savaient pas que les roses les plus anciennes ont aussi les épines les plus acérées. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Comment l'aurais-je pu? Le lit double de notre appartement de la Croix-Rousse semblait immense et glacial, sans Henri à mes côtés. 53 ans à sentir sa respiration contre mon cou, et maintenant ce silence assourdissant. Mais était-il vraiment parti? Les messages sur mon téléphone brûlaient dans mon esprit comme des braises ardentes. Je me suis levé vers 3 heures du matin, incapable de supporter davantage le plafond qui semblait se rapprocher dans l'obscurité. Mes pantoufles ont glissé sur le parquet que Henri avait posé lui-même 20 ans plus tôt. Chaque coin de cet appartement portait son empreinte, son souvenir. La bibliothèque qu'il avait construite pour mes livres de cuisine, la collection de vieilles horloges qu'il restaurait le dimanche, le fauteuil usé près de la fenêtre où il aimait regarder les toits de Lyon s'illuminer au crépuscule. Je me suis dirigé vers la cuisine, cette cuisine où nous avions préparé tant de repas de famille, où Étienne avait appris à faire sa première tarte aux pralines roses. Mon Dieu, Étienne, mon fils unique, ma fierté. Comment pouvais-je soupçonner mon propre enfant de quoi au juste? De meurtre? D'enlèvement? De complot contre sa propre mère? La lumière du réfrigérateur a éclairé mon visage épuisé lorsque j'ai pris la bouteille d'eau. J'ai remarqué que les médicaments qu'Étienne insistait pour que je prenne étaient disposés soigneusement dans un petit pilulier sur le comptoir. Pour ton anxiété, maman. Pour t'aider à traverser cette période. Des pilules que je n'avais jamais vues avant la mort d'Henri. Des pilules qui me laissaient confuse, somnolente, incapable de réfléchir clairement. Je n'en ai pas pris cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai allumé ma vieille lampe et j'ai commencé à rassembler mes souvenirs, comme on assemble les pièces d'un puzzle macabre. Les derniers jours avant la mort d'Henri avaient été étranges, maintenant que j'y repensais avec un esprit plus clair. Ces consultations médicales auxquelles Étienne l'accompagnait toujours, refusant que je vienne. Ne t'inquiète pas, maman. C'est juste un contrôle de routine. Ces documents que mon fils apportait pour qu'Henri les signe, toujours quand j'étais sorti faire les courses ou visiter ma sœur à l'hôpital. Et puis, l'insistance troublante pour que le cercueil reste fermé. Son visage a été trop abîmé par les manœuvres de réanimation, madame, m'avait expliqué le médecin, ce docteur. Mercier que je n'avais jamais vu auparavant mais qu'Étienne semblait si bien connaître. Ce serait trop traumatisant pour vous. J'ai pris mon téléphone et relu les messages mystérieux. Je suis vivant. Ne fais pas confiance à notre fils et à sa fiancée. Le corps dans le cercueil n'est pas le mien. Surveille ton café du matin. Qui pourrait envoyer de tels messages, sinon Henri lui-même? Mais pourquoi ne pas me dire où il était? Pourquoi ces énigmes? Était-il en danger? Étaient-ce vraiment ces messages? Ou quelqu'un essayait-il de me manipuler? Mon regard est tombé sur la photo de notre mariage posée sur le buffet. Henri si jeune, si beau dans son costume noir, son sourire illuminant son visage tandis qu'il me regardait. J'avais 19 ans, il en avait 22. Nous avions tout affronté ensemble. La faillite de la première boulangerie, la naissance difficile d'Étienne, la maladie de ma mère. Comment pouvait-il participer à une telle mascarade? Un bruit dans le couloir m'a fait sursauter. Des pas. Je me suis figé, le téléphone serré contre ma poitrine. La porte de la cuisine s'est ouverte lentement. « Maman, tu es réveillée ?» La voix d'Étienne était douce, presque trop douce. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, une silhouette sombre contre la faible lumière du couloir. « Tu devrais dormir, tu sais. Demain sera une journée difficile avec le notaire. » Son regard est tombé sur le pilulier intact. «
Tu n'as pas pris tes médicaments. Je n'en ai pas besoin ce soir, ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable. Il s'est approché et pour la première fois, j'ai eu peur de mon propre fils. Ses yeux étaient froids, calculateurs. Il ne ressemblait plus au petit garçon qui courait dans les allées du parc de la Tête d'Or, ni au jeune homme fier qui avait décroché son diplôme à HEC Lyon. C'était un étranger qui me regardait. Bien sûr que si, maman. Tu es en deuil. Tu es confuse. Sa main s'est posée sur la mienne et j'ai dû réprimer un frisson. Laisse-moi t'aider. Comment va Camille? Ai-je demandé, essayant de détourner la conversation. Un éclair est passé dans ses yeux. Elle va bien. Elle s'occupe des derniers arrangements pour mettre les affaires de papa en ordre. Quelles affaires? Henri avait toujours été méticuleux avec ses papiers, ses comptes, son testament. Tout était en ordre, rangé dans le secrétaire de notre chambre. Du moins, c'était le cas avant que je ne trouve le tiroir vidé il y a 3 jours. C'est gentil à elle, ai-je murmuré. Elle semble très impliquée. Étienne a souri, mais ce sourire n'a pas atteint ses yeux. Elle t'aime beaucoup, tu sais. Nous voulons prendre soin de toi maintenant que papa n'est plus là. Ce « nous » m'a glacé le sang, comme s'il formait une équipe contre moi. Je vais bien, Étienne. Je suis fatigué, mais je vais bien. Il a insisté pour me raccompagner jusqu'à ma chambre, comme si j'étais une enfant, ou peut-être comme si j'étais une prisonnière qu'il fallait surveiller. Avant de partir, il a déposé 2 pilules et un verre d'eau sur ma table de nuit. Bonne nuit, maman. N'oublie pas tes médicaments. Dès qu'il a fermé la porte, j'ai versé les pilules dans la plante à côté de mon lit. Désolé, petit ficus, mais je devais garder l'esprit clair. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Si Henri était vivant, je devais le trouver. Et si mon propre fils complotait contre nous, je devais découvrir pourquoi, même si cela signifiait faire face à la plus grande trahison qu'une mère puisse imaginer. Au petit matin, alors que les cloches de l'église Saint-Bruno sonnaient 6 heures, j'ai regardé une dernière fois les messages sur mon téléphone. Ces messages qui avaient fait basculer ma vie en quelques secondes. Surveille ton café du matin. Je n'ai pas touché à la tasse qu'Étienne m'a préparée avec un sourire inquiétant, et j'ai vu dans ses yeux qu'il s'en est aperçu. La guerre était déclarée, silencieuse et mortelle, dans l'appartement où j'avais élevé avec amour celui qui semblait maintenant vouloir ma fin. 2 jours après l'enterrement, le soleil se déversait cruellement sur Lyon, comme si le monde avait oublié mon chagrin. La Saône scintillait sous ma fenêtre avec une indifférence révoltante. J'ai attendu qu'Étienne quitte l'appartement pour son rendez-vous important avec Camille, écoutant le son de ses pas s'éloigner dans l'escalier. Le silence qui a suivi avait un goût de liberté précaire. Je me suis glissé dans le bureau d'Henri comme une voleuse dans ma propre maison. Cette pièce où mon mari avait passé tant d'heures, entouré de ses livres de comptabilité et de ses maquettes de bateaux en bouteille. L'odeur de sa lotion après rasage y flottait encore. Ce mélange de bergamote et de cèdre qui me faisait toujours sourire quand il m'embrassait le matin. J'ai caressé son fauteuil en cuir usé, imaginant sa silhouette penchée sur ses papiers, ses lunettes perchées sur le bout de son nez, 53 ans de mariage, et pourtant, à cet instant précis, j'avais l'impression de trahir sa confiance en fouillant dans ses affaires. Mais n'était-ce pas lui qui m'avait envoyé ces messages? N'était-ce pas lui qui m'avait mis en garde contre notre propre fils? Mes mains tremblantes ont commencé à ouvrir les tiroirs, à soulever les piles de documents, à chercher. Quoi exactement? Une preuve qu'Henri était vivant? Une explication à cette folie? Pendant 1 heure, je n'ai rien trouvé d'inhabituel, rien qui puisse éclairer ce mystère qui me rongeait jour et nuit. C'est alors que j'ai remarqué que le tapis perçant sous le bureau, un cadeau que nous avions ramené de notre voyage à Marrakech pour nos 30 ans de mariage, était légèrement décalé. Henri était méticuleux, presque maniaque sur certains détails. Jamais il n'aurait laissé ce tapis de travers. J'ai poussé le fauteuil et me suis agenouillé, ignorant la douleur dans mes vieux genoux. En soulevant le coin du tapis, j'ai découvert une lame du parquet légèrement surélevée. Mes doigts ont trouvé la prise et l'ont soulevée, révélant une petite cache que je n'avais jamais vue en 53 ans de vie commune. À l'intérieur se trouvait une pochette en plastique contenant plusieurs documents. Mon cœur battait si fort que j'entendais son écho dans mes oreilles. Les mains tremblantes, j'ai sorti les papiers. Le premier document était une police d'assurance vie, à mon nom, pour un montant qui m'a donné le vertige, 2 millions d'euros. Une somme dont je n'avais jamais entendu parler. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était la signature en bas de la page. Censée être la mienne, mais clairement falsifiée. Je connais ma propre signature, les courbes de mes M et de mes F, les boucles de mes R.
Celle-ci était une pâle imitation, comme tracée par quelqu'un qui aurait tenté de me copier. Le deuxième document était encore plus troublant. Des résultats d'analyse médicale datant de 2 semaines avant la mort d'Henri. Son nom était bien en haut de la page, mais les résultats indiquaient un homme de 45 ans, pas de 75. Mon Henri avait des problèmes de cholestérol et une légère hypertension. Pas un profil sanguin parfait comme l'indiquait ce rapport. Et puis, au fond de la cache, une enveloppe. À l'intérieur, une clé USB et un petit mot écrit de la main d'Henri. Pour Marguerite, si jamais il m'arrive quelque chose de suspect. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber la clé. Henri savait. Il savait qu'il était en danger. Il avait préparé cette cache, ses preuves. Mais pourquoi n'avait-il rien dit? Pourquoi ce silence? Cette préparation secrète? J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et j'ai sursauté si violemment que j'ai renversé le pot d'encre sur le bureau. L'encre bleue s'est répandue comme un présage funeste sur les papiers. « Maman, tu es là ?» La voix d'Étienne résonnait dans le couloir. Avec une rapidité dont je ne me serais pas cru capable à mon âge, j'ai remis les documents dans la pochette, sauf la clé USB que j'ai glissée dans la poche de mon cardigan. J'ai replacé le tout dans la cache, remis la lame de parquet et le tapis en place, et j'essayais désespérément d'éponger l'encre quand Étienne est apparu à la porte du bureau. « Que fais-tu ici ?» Son ton était accusateur, ses yeux scrutant chaque recoin de la pièce. « J'ai renversé de l'encre !» ai-je balbutié, montrant mes mains tachées de bleu. Je cherchais des photos d'Henri pour l'album souvenir que je veux faire. Son regard s'est posé sur le bureau, sur le désordre que j'avais créé, sur les tiroirs entr'ouverts. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans son esprit, calculant, évaluant le danger que je représentais. « Tu n'as pas à t'occuper de ça, maman. Je le ferai. » Sa voix était douce, mais ses yeux restèrent froids. Camille et moi avons pensé, peut-être serait-il bon que tu voies quelqu'un, un professionnel, pour parler de ton deuil. Un professionnel? J'ai essayé de garder ma voix stable. Un psychiatre, maman. Le docteur Laurent. Il est spécialisé dans les personnes de ton âge qui traversent des périodes difficiles. Des périodes difficiles. Mon mari possiblement vivant. Mon fils possiblement criminel. Oui, on pourrait appeler ça une période difficile. Je vais bien, Étienne. J'ai juste besoin de temps. Bien sûr, maman. Mais le temps ne guérit pas tout. Son sourire ne touchait pas ses yeux. Parfois, nous avons besoin d'aide. D'une aide professionnelle. J'ai hoché la tête, jouant le rôle de la mère docile qui l'attendait. Pendant qu'il nettoyait l'encre, j'ai senti la clé USB peser lourd dans ma poche, comme un secret brûlant contre ma peau. Ce soir-là, j'ai pris mon courage à 2 mains, et j'ai appelé le père Martin de l'église Saint-Bruno. C'était lui qui avait marié Henri et moi, lui qui avait baptisé Étienne, lui qui avait été notre confident pendant toutes ces années. Si quelqu'un pouvait m'aider sans éveiller les soupçons, c'était bien lui. « Père Martin », ai-je chuchoté au téléphone, craignant qu'Étienne ne m'entende depuis sa chambre. « J'ai besoin de vous voir, en privé. C'est au sujet d'Henri. » « Bien sûr, Marguerite. Venez demain matin, après la messe de 7 heures. Nous serons tranquilles. » Le lendemain, sous prétexte d'aller à la messe matinale comme je le faisais souvent, j'ai quitté l'appartement. L'air frais du matin m'a frappé le visage comme une bénédiction. Pour la première fois depuis l'enterrement, je me sentais vivante, déterminée. J'ai grimpé la colline de la Croix-Rousse d'un pas plus assuré que mes 72 ans ne l'auraient laissé supposer. Dans la petite sacristie de Saint-Bruno, j'ai tout montré au père Martin. La police d'assurance avec ma signature falsifiée, les résultats médicaux incohérents. Je lui ai parlé des messages, du comportement étrange d'Étienne et de Camille, de mes soupçons terribles. Le vieil homme m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux bleus délavés s'assombrissant à mesure que je parlais. Quand j'ai eu fini, il a pris mes mains dans les siennes et a murmuré gravement « Madame Fournier, ayez du courage. Cela ne ressemble pas à l'œuvre de votre mari. » Ces mots ont confirmé mes pires craintes. Ce n'était pas Henri qui était derrière tout cela. C'était quelque chose de bien plus sinistre. En quittant l'église, mon téléphone a vibré dans mon sac. Un nouveau message du numéro inconnu. Ne cherchez pas d'avocat pour l'instant. D'abord, allez au marché de Bellecour, à la foire du samedi. J'ai levé les yeux vers le ciel de Lyon, sentant le froid parcourir mon échine. Qui me guidait dans ce labyrinthe macabre? Et vers quoi? Le samedi matin, je me suis réveillé avant l'aube, l'estomac noué par l'anxiété et l'espoir. Les premiers rayons de soleil filtraient à travers les rideaux de ma chambre, projetant des ombres dansantes sur les photos de famille accrochées au mur.
Henri et moi à Venise pour nos 40 ans de mariage. Étienne à sa remise de diplôme. Des souvenirs d'une vie que je croyais solide comme les pierres dorées des bâtiments de Lyon, mais qui s'effritaient maintenant entre mes doigts comme du sable. Je me suis habillé avec soin, choisissant une tenue discrète mais soignée, un tailleur bleu marine que Henri aimait particulièrement, et une écharpe en soie pour cacher les rides de mon cou. Même à 72 ans, même au milieu de ce cauchemar, la coquetterie restait. C'était peut-être ma façon de m'accrocher aux vestiges de normalité. Dans la cuisine, Étienne prenait son café, feuilletant le Progrès avec une nonchalance étudiée. Il a levé les yeux, surpris de me voir si alerte, si tôt. « Bonjour maman, tu as bien dormi ?» Son ton était léger, presque joyeux, mais ses yeux me scrutaient, cherchant des signes de faiblesse ou de confusion. Comme une pierre, ai-je menti, servant une performance digne de la comédie française. « Je vais au marché ce matin. Nous avons besoin de fruits frais. » Une ombre a traversé son visage. « Tu es sûr de pouvoir y aller seul ? Je pourrais t'accompagner ou demander à Camille de... » « Non, ai-je coupé, peut-être trop brusquement. J'ai adouci ma voix. « Non, merci. J'ai besoin de marcher, de voir du monde. Le médecin dit que c'est bon pour mon moral. » Il a hoché la tête, peu convaincu. « D'accord, mais prends ton téléphone. Et ne tarde pas trop. Nous avons ce déjeuner avec le banquier à midi, tu te souviens ? » Je ne me souvenais d'aucun déjeuner. Encore un mensonge, encore une manipulation. J'ai acquiescé tout de même, jouant le jeu dangereux que nous avions commencé. Le trajet jusqu'à la place Bellecour m'a semblé interminable. Le métro grouillait de Lyonnais vacants à leurs occupations du week-end, inconscients du drame qui se jouait dans ma vie. J'ai observé une jeune mère berçant son bébé, un couple de personnes âgées se tenant par la main, un groupe d'adolescents riant bruyamment. La vie normale, la vie que j'avais eue avant. En émergeant sur la place, j'ai été accueilli par l'effervescence du marché. Les étals colorés s'étendaient sous les platanes centenaires, offrant une symphonie d'odeurs et de couleurs. Les fromages affinés de la fromagerie Mons, les saucissons parfumés aux herbes de Provence, les pyramides de fruits gorgés de soleil. Henri et moi venions ici chaque samedi depuis notre retraite. Il s'arrêtait toujours au stand de miel, discutant passionnément avec l'apiculteur sur les différentes fleurs butinées par ses abeilles. L'odeur des gaufres chaudes et du café frais m'a enveloppé, tandis que j'avançais lentement, scrutant chaque visage, chaque recoin. Le message n'avait pas précisé où exactement, ni quoi chercher dans ce vaste marché. Je me sentais comme une espionne maladroite dans un film dont je ne connaissais pas le scénario. Après une heure de déambulation, la fatigue commençait à se faire sentir dans mes jambes. Je me suis assise sur un banc face à la statue de Louis XIV, me demandant si j'avais mal interprété le message. Ou pire, si quelqu'un s'amusait cruellement à mes dépens. C'est alors qu'un vendeur de journaux ambulants s'est approché, poussant sa petite charrette remplie de quotidiens et de magazines. Ses yeux ont croisé les miens, puis il a délibérément laissé tomber un journal sur le banc à côté de moi avant de s'éloigner rapidement. Le Progrès de Lyon. Un journal ordinaire, sauf qu'en le soulevant, j'ai découvert ce qui était caché en dessous, une photographie. Mes mains se sont mises à trembler si violemment que j'ai failli la laisser tomber. Henri, mon Henri, vivant, assis à la terrasse d'un café que je ne reconnaissais pas, les traits tirés, une barbe de plusieurs jours assombrissant son visage habituellement soigneusement rasé. Ses yeux bleu-gris que j'avais contemplés pendant plus d'un demi-siècle, reflétaient une fatigue immense mais aussi une détermination que je connaissais bien. Dans le coin de la photo, une date écrite au stylo, mardi dernier, une semaine après ses funérailles. Mon cœur s'est arrêté, puis a repris sa course avec une violence qui m'a coupé le souffle. Un sanglot s'est échappé de ma gorge, attirant les regards curieux des passants. Je l'ai étouffé dans mon écharpe, serrant la photo contre ma poitrine comme le plus précieux des trésors. Henri était vivant. Ce n'était pas un canular cruel, pas un délire d'une veuve éplorée. Mon mari respirait, quelque part, loin de moi, en danger peut-être. En retournant la photo, j'ai découvert une adresse griffonnée à la hâte, Café des Artistes, Vieux-Lyon. Et en dessous, une seule phrase de cette écriture que j'aurais reconnue entre mille. « Méfie-toi du thé à la menthe. » Henri et son goût pour les codes et les mystères. Depuis notre rencontre à la faculté de lettres, il adorait me laisser des énigmes, des chasses au trésor. Mais cette fois, l'enjeu n'était pas un cadeau ou une surprise romantique. C'était sa vie, et peut-être la mienne aussi. Je me suis levé, la photo soigneusement glissée dans mon sac, et j'ai scruté la foule. Qui m'observait? Qui avait orchestré cette découverte?
Mes yeux ont capté un mouvement sur ma droite. Un homme de taille moyenne, vêtu d'un pardessus gris malgré la douceur de la journée, s'éloignait rapidement entre les étals. Quelque chose dans sa démarche m'était familier, mais il a disparu dans la foule avant que je puisse le rattraper. Le chemin du retour m'a semblé flou, comme si je marchais dans un rêve. Les rues de Lyon, ces rues que j'arpentais depuis des décennies, me paraissaient soudain étrangères, menaçantes. Chaque passant était-il un complice d'Étienne? Chaque regard était-il posé sur moi, surveillant mes mouvements, rapportant mes actions à ceux qui voulaient peut-être ma disparition? Quand je suis rentré à l'appartement, Étienne était au téléphone, parlant à voix basse. Il s'est tu brusquement en me voyant. « Maman !» Je commençais à m'inquiéter. Son sourire ne touchait pas ses yeux. « Tu as trouvé ce que tu cherchais au marché ?» Oh, si seulement il savait. « Oui !» ai-je répondu doucement, sentant la photo brûler contre ma peau à travers le tissu de mon sac. J'ai trouvé exactement ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai ressorti la photo, l'examinant sous toutes les coutures à la lumière de ma lampe de chevet. Les détails que je n'avais pas remarqués plus tôt me sautèrent maintenant aux yeux. Henri portait une chemise que je ne connaissais pas. À côté de sa tasse de café se trouvait un journal daté de la veille. Et dans le reflet de la vitre derrière lui, on distinguait vaguement la silhouette de celui qui avait pris la photo. Mon téléphone a vibré, me faisant sursauter. Un nouveau message du numéro inconnu. « Maintenant vous savez qu'il est vivant, mais ne faites confiance à personne dans votre maison. » Je me suis allongé, serrant la photo contre mon cœur, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Pour la première fois depuis l'enterrement, je sentais l'espoir renaître en moi. Mais avec lui venait la terreur glacée de comprendre l'ampleur du complot qui se jouait autour de moi. Mon propre fils voulait-il ma mort? Et dans quel piège Henri était-il tombé? Les jours suivants se transformèrent en un étrange théâtre où je jouais le rôle de ma vie, celui de la veuve docile et désorientée. Chaque matin, je faisais semblant d'avaler les pilules qu'Étienne me préparait, les cachant sous ma langue pour les jeter plus tard dans les toilettes. Chaque soir, je souriais faiblement quand il me racontait comment les affaires d'Henri étaient progressivement mises en ordre, alors que je savais pertinemment que mon mari avait toujours géré ses finances avec une précision militaire. Notre appartement, autrefois havre de paix et témoin de 50 ans d'amour, était devenu une prison dorée. Je sentais les murs se resserrer autour de moi à mesure que mon fils intensifiait sa surveillance. Le portrait d'Henri sur la commode semblait me suivre des yeux, comme s'il me suppliait de découvrir la vérité. Un matin, alors que je préparais mon petit déjeuner dans la cuisine baignée par la douce lumière printanière qui filtrait à travers les rideaux en dentelle, j'ai surpris une conversation entre Étienne et Camille. Ils chuchotaient dans le couloir, pensant que la radio que j'écoutais couvrirait leur voix. « Elle devient trop curieuse », murmurait Camille, sa voix tranchante comme du verre brisé. « Elle fouille partout. J'ai trouvé les tiroirs du bureau légèrement déplacés hier. »« Calme-toi », répondait Étienne, mais son ton trahissait son inquiétude. Le docteur Laurent pense qu'on devrait augmenter son traitement. Elle deviendra plus malléable. On n'a pas le temps pour ça. La banque attend la signature pour le transfert des fonds. Ton père a caché quelque chose, j'en suis sûr. Et elle pourrait le trouver avant nous. Qu'est-ce que tu suggères? Un silence pesant. Puis la voix de Camille, plus basse encore. La maison de repos, les acacias. J'ai parlé au directeur. Ils ont une place qui se libère la semaine prochaine. Une fois qu'elle y sera, on aura le champ libre ici. Et personne ne s'étonnera qu'une vieille femme en deuil perde l'esprit. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Il prévoyait de m'interner, de me faire passer pour folle, de m'enfermer pendant qu'il pillait ce qu'Henri et moi avions construit ensemble pendant toute une vie. Je ne sais pas, Camille. La voix d'Étienne hésitait. Une lueur d'espoir a traversé mon cœur. Peut-être restait-il une once d'humanité chez mon fils? Tu ne sais pas. Le ton de Camille était devenu venimeux. Tu préfères peut-être retourner à ton misérable salaire de professeur, abandonner les 3 millions du compte suisse que ton père a si gentiment préparé pour nous? Ou peut-être préfères-tu que je raconte à tout le monde comment tu as... Tais-toi! Le poing d'Étienne a frappé le mur me faisant sursauter. D'accord, je vais appeler les acacias aujourd'hui. Ils se sont éloignés, leurs pas résonnant dans le couloir comme un glas funèbre. Ce soir-là, devant le repas que j'avais préparé, un bœuf bourguignon dont l'odeur remplissait autrefois notre maison de joie, Étienne m'a regardé avec une tendresse feinte qui me donnait envie de vomir. « Maman, je pense qu'on devrait parler de l'avenir. » J'ai levé les yeux de mon assiette à peine touchée, jouant la vieille femme fragile qu'il croyait que j'étais devenue. Quel avenir, mon fils? Eh bien,
Cette maison est grande pour toi toute seule. Et avec papa qui n'est plus là, il a fait une pause dramatique, comme s'il cherchait les mots justes. Camille et moi pensons qu'une résidence assistée serait peut-être plus adaptée. Tu sais, un endroit où tu aurais de la compagnie, des soins, une maison de retraite? Ma voix était volontairement tremblante. Tu veux m'envoyer mourir parmi des étrangers? Non, maman, pas une maison de retraite. Il a feint l'indignation. Un endroit élégant, avec des activités, des gens de ton âge. Les Acacias est un établissement très réputé. J'ai pris rendez-vous pour une visite demain. Les Acacias. Le nom même que Camille avait mentionné. L'endroit où il voulait m'enterrer vivante. C'est si soudain, ai-je murmuré, les yeux baissés pour qu'il ne puisse pas y lire la rage qui m'habitait. Je ne suis pas sûre d'être prête à quitter notre maison. Je comprends, maman. Mais pense à ta santé. Tu es devenue si distraite dernièrement. Ces moments où tu sembles perdue, où tu parles toute seule. Le docteur Laurent est inquiet. Des moments que je n'avais jamais eus. Des symptômes qu'ils inventaient de toutes pièces pour justifier mon internement. D'ailleurs, a continué Étienne en sortant un document de sa serviette, j'ai préparé une procuration pour que je puisse gérer tes affaires pendant cette période difficile. Juste une formalité, vraiment. Il a poussé vers moi un stylo Montblanc, celui qu'Henri utilisait pour signer les contrats importants. La symbolique ne m'a pas échappé. J'ai pris le stylo, sentant son poids dans ma main, et j'ai fait semblant de lire le document. C'était bien plus qu'une simple procuration. C'était un transfert complet de tous mes droits, de tous mes biens. Si je signais cela, je ne posséderais plus rien. Je ne me sens pas très bien, Étienne. Peut-être pourrions-nous faire cela demain, après la visite? Son visage s'est durci imperceptiblement, mais il a vite retrouvé son sourire faux. Bien sûr, maman. Repose-toi. Demain est un autre jour. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai fixé le plafond où dansaient les ombres des branches du vieux platane devant ma fenêtre. Étienne et Camille complotaient non seulement de me voler, mais aussi de m'effacer, de me faire disparaître dans une institution où personne ne m'écouterait, où mes accusations seraient considérées comme les divagations d'une vieille femme sénile. Mon téléphone a vibré sous mon oreiller. Un nouveau message du numéro mystérieux. Demain, n'allez pas aux Acacias. Feignez une crise. Appelez le 15. Demandez le docteur Moreau. Il est prévenu. Je n'avais aucune idée de qui était ce docteur Moreau, ni de qui m'envoyait ces instructions. Était-ce vraiment Henri? Ou quelqu'un qui jouait un jeu encore plus complexe? Le lendemain matin, en me préparant pour cette visite macabre aux Acacias, j'ai regardé mon reflet dans le miroir de ma coiffeuse. Les rides qui creusaient de mon visage semblaient en plus profondes, mes yeux plus enfoncés dans leurs orbites. Mais au fond de ces yeux brillait une détermination nouvelle. Je n'étais pas la vieille femme fragile qu'il croyait en manipuler. J'étais Marguerite Fournier, fille de résistant, épouse fidèle, et je ne me laisserai pas enterrer vivante sans combattre. En descendant l'escalier, j'ai aperçu Étienne au téléphone dans l'entrée. Son expression était sombre, tendue. Oui, aujourd'hui. Non, elle ne se doute de rien. Bien sûr qu'elle signera. Qu'est-ce que tu crois? Non, il ne peut pas nous contacter. Nous avons son téléphone. D'accord, à tout à l'heure. Notre regard s'est croisé quand il a raccroché. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une froideur calculatrice qui n'avait rien à voir avec le petit garçon que j'avais élevé, que j'avais aimé de tout mon cœur de mère. « Tu es prête, maman ?» Son sourire était revenu, masque parfait sur un visage que je ne reconnaissais plus. « Oui, mon fils », ai-je répondu doucement, préparant dans ma tête le plan qui pourrait me sauver la vie. Car cette visite aux Acacias ne serait pas la fin de Marguerite Fournier. Ce serait le début de ma contre-attaque. La visite aux Acacias ne s'est jamais produite. Dans la voiture, alors qu'Étienne conduisait à travers les rues pavées du Vieux-Lyon, j'ai simulé un malaise. Ce n'était pas difficile. La peur et l'angoisse qui m'habitaient depuis des jours rendaient mon teint naturellement pâle, mes mains tremblantes, sans effort. « Étienne » ai-je gémi, me tenant la poitrine. « Je ne me sens pas bien. Mon cœur, il bat si fort !» Sa réaction m'a surprise. Au lieu de l'inquiétude qu'un fils devrait montrer, j'ai vu de l'irritation traverser son visage, rapidement masqué. « Maman, c'est juste l'anxiété. Les Acacias vont te plaire, tu verras. »« Non », ai-je insisté, exagérant ma respiration laborieuse. « Appelle une ambulance, s'il te plaît. » Il a hésité, son regard allant de la route à moi, calculant visiblement ses options. Je savais ce qu'il pensait. Un hôpital signifiait des médecins qui n'étaient pas sous son contrôle, des questions, des délais dans son plan.
Très bien. A-t-il finalement cédé, composant le 15 avec réticence. J'ai écouté attentivement pendant qu'il décrivait mes symptômes, exagérant juste assez pour garantir une intervention rapide, mais pas assez pour qu'on me déclare morte à l'arrivée. Quand il a raccroché, j'ai murmuré faiblement « Demande le docteur Moreau. Henri me l'avait recommandé. Pour mon cœur. » Étienne a froncé les sourcils. « Le docteur Moreau? Papa ne m'a jamais parlé de lui. C'était avant ton retour de Londres. » J'ai fermé les yeux, feignant l'épuisement, mais mon esprit tournait à plein régime. Qui était ce mystérieux médecin? Et comment pourrait-il m'aider? Les sirènes ont résonné dans la rue étroite. Des hommes en uniforme m'ont délicatement transféré dans l'ambulance. Étienne a insisté pour m'accompagner, bien sûr. Il ne me laisserait pas hors de sa vue maintenant. À l'hôpital Édouard Herriot, on m'a installé dans une salle d'examen. Des machines ont été branchées, des questions posées. J'ai joué mon rôle à la perfection. Une vieille dame au cœur fragile, peut-être un peu confuse. Est-ce que le docteur Moreau est disponible? Ai-je demandé à l'infirmière qui prenait ma tension. Mon mari me l'avait recommandé. Elle m'a regardé avec surprise. Le docteur Moreau? Je vais me renseigner, madame. Étienne, assis dans un coin de la pièce, ne me quittait pas des yeux. Son téléphone vibrait constamment. Camille, sans doute, furieuse que leur plan ait été perturbé. 30 minutes plus tard, la porte s'est ouverte sur un homme d'une 50aine d'années, grand, avec des lunettes à monture fine et une barbe poivre et sel soigneusement taillée. « Madame Fournier, je suis le docteur Moreau. » Nos regards se sont croisés, et j'ai compris immédiatement qu'il savait. Quoi exactement, je l'ignorais encore, mais il faisait partie de ce mystère. « Docteur, » ai-je murmuré, serrant faiblement sa main tendue. « Mon mari vous tenait en haute estime. »« Votre mari est un homme remarquable, » a-t-il répondu, et l'utilisation du présent n'a pas échappé à Étienne, dont le visage s'est durci. « Était » a corrigé mon fils, se levant pour se placer entre le médecin et moi. « Mon père est décédé il y a 2 semaines. » Bien sûr, a rapidement rectifié le docteur Moreau. « Pardonnez mon erreur. C'est toujours difficile de parler au passé de nos patients de longue date. » Il a consulté mon dossier, posé quelques questions professionnelles, puis a déclaré « Madame Fournier, j'aimerais vous garder en observation pour la nuit. Ces palpitations cardiaques, associées à votre état de stress récent, méritent une surveillance attentive. » « Est-ce vraiment nécessaire ?» a protesté Étienne. « Ma mère serait tellement mieux chez elle. Ou peut-être pourrions-nous reprendre notre visite aux Acacias demain. »« J'insiste, » a dit fermement le docteur Moreau, son regard passant brièvement de mon fils à moi. « C'est une question de sécurité. Dans ce cas, » a répondu Étienne après un moment de tension, « je vais rester avec elle. »« Ce ne sera pas possible, monsieur, » a répliqué le médecin. « Nos protocoles Covid sont toujours en vigueur pour les patients cardiaques. Aucune visite après 18 heures. Je suis désolé. » J'ai vu la colère traverser le visage d'Étienne, rapidement maîtrisé. « Très bien, je reviendrai demain matin, maman. Repose-toi bien. » Il s'est penché pour m'embrasser sur le front, ses lèvres froides contre ma peau. « N'oublie pas que nous avons des papiers importants à signer demain, » a-t-il murmuré, assez bas pour que le médecin ne puisse pas l'entendre. Après son départ, le docteur Moreau a fermé la porte et a tiré les rideaux de la chambre. Son expression a changé, devenant grave, intense. « Madame Fournier, nous n'avons pas beaucoup de temps. Votre fils reviendra probablement avec un avocat demain pour vous faire sortir d'ici. Qui êtes-vous vraiment ?» ai-je demandé, abandonnant ma façade de fragilité. « Et comment connaissez-vous ma situation ?»« Je suis un ami d'Henri. »« Un véritable ami » a-t-il précisé, s'asseyant au bord de mon lit. « Et je sais que votre mari est vivant. » Ces mots, bien que je les suspectais déjà, m'ont frappé comme un coup physique. « Où est-il ? Est-ce qu'il va bien ? Pourquoi ne vient-il pas me voir ? Il ne peut pas. Pas encore. » Le médecin a regardé sa montre. « Ce soir, à 22 heures, une infirmière viendra vous chercher. Elle vous emmènera par les sous-sols jusqu'à une voiture. Ne posez pas de questions, suivez-la simplement. » Pour aller, ma voix tremblait, cette fois de vraie émotion. « Voir Henri. Mais vous devez comprendre quelque chose d'important, Madame Fournier. » Son regard s'est intensifié. « Votre mari a participé à cette mascarade. Il a accepté de disparaître. » Quoi ? Cette révélation m'a coupé le souffle. Henri, mon Henri, aurait accepté de me faire croire à sa mort ? C'est impossible. Jamais il n'aurait... « Je comprends votre choc, » a dit doucement le docteur Moreau. « Mais il pensait agir pour votre protection. Votre fils et sa fiancée l'ont piégé dans un jeu dangereux. Il a sorti une enveloppe de sa poche. Il vous expliquera tout lui-même. »
Prenez ceci en attendant. C'est la clé USB que vous avez trouvée, décryptée. Lisez-la avant votre rencontre. J'ai pris l'enveloppe d'une main tremblante. Comment savez-vous pour la clé USB? Nous surveillons votre appartement depuis la mort d'Henri. Nous savions que vous la trouveriez. Il s'est levé. Je dois y aller. Des infirmières vont venir régulièrement vérifier votre état. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Mangez, reposez-vous, et soyez prête ce soir. Après son départ, j'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts fébriles. Elle contenait une dizaine de pages imprimées, des relevés bancaires, des courriels, des contrats, et une lettre manuscrite d'Henri. « Ma chère Marguerite », commençait-elle de cette écriture que j'aurais reconnue entre mille. « Si tu lis ceci, c'est que tu as fait preuve de ce courage et de cette intelligence qui m'ont fait tomber amoureux de toi il y a 50 ans. » Les lignes se brouillaient devant mes yeux embués de larmes. Henri décrivait comment Étienne et Camille l'avaient approché 6 mois plus tôt, avec un plan d'optimisation fiscale qui impliquait de simuler sa mort. Ils avaient prétendu que c'était pour protéger notre fortune familiale des nouvelles lois sur l'héritage. Henri, toujours soucieux de me protéger, avait accepté. Ce n'est qu'après avoir signé les premiers documents que j'ai compris leur véritable intention, écrivait-il. Ils ne voulaient pas seulement mon argent, mais aussi t'éliminer du tableau. Quand j'ai menacé de tout révéler, ils m'ont fait chanter avec des preuves fabriquées d'une fraude fiscale qui m'aurait envoyé en prison. Je suis devenu leur prisonnier, Marguerite. Pardonne-moi ma faiblesse, ma naïveté. Les heures qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. J'ai mangé mécaniquement le repas de l'hôpital, répondu aux questions routinières des infirmières, tout en comptant les minutes, les secondes. À 22 heures précises, une jeune femme en uniforme d'infirmière est entrée silencieusement. « Madame Fournier, c'est l'heure. Pouvez-vous marcher ?» J'ai hoché la tête, enfilant la robe de chambre fournie par l'hôpital. Mon cœur battait à se rompre, mais cette fois, ce n'était pas une comédie. Dans quelques minutes, je reverrai l'homme que j'avais cru mort, l'homme que j'aimais depuis plus d'un demi-siècle, et je découvrirai la vérité complète sur la trahison qui avait failli nous détruire tous les deux. L'infirmière me guidait à travers un dédale de couloirs déserts de l'hôpital Édouard Herriot. Mes pantoufles émettaient un léger bruissement sur le linoléum, seul son accompagnant notre progression furtive. Les néons blafards projetaient nos ombres allongées sur les murs d'un blanc clinique. Je n'avais jamais remarqué combien un hôpital pouvait ressembler à un labyrinthe la nuit, avec ses intersections identiques et ses portes fermées cachant des mystères médicaux. « Par ici, Madame Fournier », chuchota la jeune femme en poussant une porte marquée « Personnel uniquement ». Nous avons descendu un escalier de service étroit, l'air devenant plus frais et humide à mesure que nous nous enfoncions dans les entrailles du bâtiment. Mon cœur battait si fort que je le sentais pulser dans mes tempes. J'allais revoir Henri, mon mari, l'homme que j'avais pleuré, dont j'avais vu le cercueil descendre en terre, l'homme qui, selon les révélations du docteur Moreau, avait participé à sa propre disparition. Comment réagirais-je face à lui? La colère et l'amour se disputaient dans mon cœur comme 2 lions en cage. 53 ans de mariage balayés par un mensonge d'une telle ampleur. Mais n'avais-je pas, moi aussi, gardé des secrets ces derniers jours? N'avais-je pas joué la comédie devant Étienne? Nous sommes arrivés dans un parking souterrain faiblement éclairé. Une berline noire aux vitres teintées attendait, moteur tournant, phares éteints. L'infirmière m'a ouvert la portière arrière. « Bonne chance, madame », a-t-elle murmuré avant de disparaître aussi silencieusement qu'elle était apparue. À l'intérieur de la voiture, un chauffeur dont je ne distinguais que la silhouette a démarré sans un mot. Nous avons roulé pendant ce qui m'a semblé une éternité, quittant Lyon pour s'enfoncer dans la campagne environnante. La pluie s'était mise à tomber, transformant les lumières des rares voitures croisées en traînées orangées sur les vitres ruisselantes. Finalement, nous avons emprunté un chemin de terre, cahotant entre des rangées d'arbres, jusqu'à une petite maison isolée dont seule une fenêtre était éclairée. Une maison que je ne connaissais pas, loin des lieux familiers de notre vie commune. « Nous sommes arrivés », a annoncé le chauffeur, brisant son mutisme. « Il vous attend à l'intérieur. » J'ai mis un moment à rassembler mon courage avant d'ouvrir la portière. L'air nocturne était chargé d'humidité, l'odeur de la terre mouillée et des pins environnants me rappelant étrangement notre voyage de noces dans les Alpes. J'ai avancé vers la porte comme dans un rêve. Mes jambes de 72 ans soudain lourdes comme du plomb. La porte s'est ouverte avant même que je ne frappe. Et il était là, Henri, mon Henri. Plus mince, le visage creusé par l'inquiétude, une barbe grise de plusieurs jours adoucissant ses traits familiers, ses yeux bleus, ses yeux que j'avais contemplés pendant plus d'un demi-siècle, brillaient d'émotions contradictoires. Joie,
Honte, soulagement, peur. Marguerite, a-t-il murmuré, sa voix se brisant sur mon nom comme une vague sur un rocher. Je ne sais pas qui de nous deux a fait le premier pas, mais soudain, nous étions dans les bras l'un de l'autre. Son odeur familière, un mélange de savon à la lavande et de cette lotion après rasage qu'il utilisait depuis toujours, m'enveloppant comme une couverture chaude par une nuit d'hiver. J'ai senti ses larmes mouiller mon cou, ou peut-être étaient-ce les miennes qui mouillaient le sien. « Pardonne-moi » répétait-il contre mes cheveux. « Pardonne-moi, mon amour. » Je me suis écarté, prenant son visage entre mes mains, cherchant dans ses traits une explication à cette folie qui avait bouleversé notre existence. « Pourquoi, Henri ?» Ma voix était à peine audible. « Pourquoi m'avoir fait croire à ta mort? Comment as-tu pu me faire ça ?» Il m'a guidé vers un canapé usé au milieu de cette pièce spartiate. Une lampe diffusait une lumière douce sur une table où s'éparpillaient des papiers et un ordinateur portable. Un lit de camp était installé dans un coin. C'était donc ici qu'il vivait depuis sa mort, comme un fugitif, loin du confort de notre foyer. J'ai été stupide, Marguerite. Tellement stupide. Il a pris mes mains dans les siennes, ces mains que j'avais toujours trouvées si rassurantes, si fortes malgré leur finesse. Quand Étienne est revenu de Londres avec Camille, il semblait transformé, plus proche, plus attentionné qu'il ne l'avait été depuis des années. Il s'intéressait soudain à nos affaires, à la boulangerie, à notre patrimoine. Henri m'a raconté comment notre fils avait progressivement gagné sa confiance, comment il avait présenté ce plan ingénieux pour protéger notre fortune des impôts, comment il avait parlé de menaces fiscales imaginaires. Il a joué sur mes peurs, sur mon désir de te protéger après ma mort, a expliqué Henri, la honte assombrissant son regard. L'idée était de me faire disparaître temporairement, de transférer nos avoirs sur des comptes à l'étranger, puis de me faire réapparaître quelques mois plus tard, après que les délais administratifs soient passés. Et tu as accepté cela, sans m'en parler? L'indignation colorait ma voix malgré moi. J'ai voulu te préserver de l'anxiété, des risques juridiques. Il a baissé les yeux. C'était ma plus grande erreur. Quand j'ai compris qu'Étienne et Camille avaient d'autres plans, qu'ils voulaient s'emparer de tout, y compris te faire interner, il était trop tard. Ils avaient déjà des documents compromettants contre moi, des faux bien sûr, mais suffisamment crédibles pour me détruire. Alors tu t'es laissé faire? Ai-je demandé, incrédule. Tu as assisté à tes propres funérailles? Non, j'étais déjà ici, enfermé. Le docteur, Moreau et son frère, qui était mon ami à la faculté, m'ont aidé à m'échapper quand j'ai réalisé l'ampleur de la trahison d'Étienne. Il a serré mes mains plus fort. Je n'ai pas pu te prévenir avant. Il surveillait ton téléphone, notre maison. J'ai dû attendre le bon moment, utiliser des intermédiaires pour t'envoyer ces messages. Je me suis levé, incapable de rester assise sous le poids de ces révélations. Notre fils, notre unique enfant, celui pour qui nous avions tout sacrifié, avait orchestré cette machination cruelle. Il avait prévu non seulement de voler notre patrimoine, mais aussi de m'éliminer, moi, sa propre mère. Qui était dans le cercueil? Ai-je demandé soudain, une question qui me hantait depuis le début. Personne, a répondu Henri. Un poids équivalent. Étienne a soudoyé le directeur des pompes funèbres, un ancien camarade de lycée. Tout était prévu dans les moindres détails. Je me suis approché de la fenêtre, observant la pluie qui continuait de tomber, nimbant le paysage nocturne d'un voile argenté. Mon reflet dans la vitre me montrait une femme que je reconnaissais à peine, les traits tirés, les épaules voûtées sous le poids de la trahison. Et maintenant, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour Henri. Il s'est levé à son tour, venant se placer derrière moi, ses mains hésitant avant de se poser sur mes épaules. Nous avons des preuves, Marguerite. Des preuves de tout. Le docteur Moreau et son frère avocat ont constitué un dossier solide. Nous pouvons dénoncer Étienne et Camille, les faire arrêter pour tentative d'escroquerie, abus de faiblesse, peut-être même tentative d'homicide, si nous prouvons que les médicaments qu'ils te donnaient étaient dangereux. Dénoncer notre propre fils? Le mot s'est coincé dans ma gorge comme une épine. C'est lui qui a choisi de nous trahir, a doucement répondu Henri. Lui qui a planifié notre destruction. Je me suis retourné pour lui faire face, plongeant mon regard dans le sien. Je dois retourner à l'appartement demain, ai-je dit avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. Étienne viendra me chercher à l'hôpital. Je dois continuer à jouer le jeu, le temps que vous finalisiez le dossier. C'est trop dangereux, a protesté Henri. Maintenant qu'il sait que tu as échappé aux acacias, il pourrait précipiter ses plans. C'est précisément pour cela que je dois y retourner, pour le surveiller.
Pour gagner du temps, j'ai posé ma main sur sa joue rugueuse. « Fais-moi confiance, Henri, comme tu aurais dû le faire depuis le début. Cette nuit-là, dans cette maison isolée au milieu de nulle part, nous avons élaboré notre contre-attaque. Henri et moi réunis contre notre propre sang. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Nous avions passé notre vie à protéger Étienne, à l'aimer. Et maintenant nous planifions sa chute. Quand l'aube a commencé à poindre, teintant le ciel de rose pâle à travers les pins, le chauffeur est revenu me chercher. Henri m'a serré dans ses bras une dernière fois, son corps tremblant contre le mien. « Sois prudente, mon amour. 3 jours, pas plus. Et ensuite, tout sera fini. » En retournant vers Lyon, vers cet appartement qui était devenu une cage dorée, vers ce fils qui était devenu un étranger, j'ai senti une détermination nouvelle m'habiter. À 72 ans, j'allais mener la bataille la plus importante de ma vie. Et cette fois, je n'étais plus seul. À mon retour à l'hôpital, le soleil commençait à peine à caresser les toits de Lyon. J'ai été reconduite discrètement dans ma chambre, comme si je n'en étais jamais partie. L'infirmière de nuit m'a aidé à me recoucher, vérifiant que tout était en place pour l'arrivée imminente d'Étienne. « Courage, Madame Fournier », a-t-elle murmuré en ajustant mon oreiller. « Vous n'êtes pas seule. » Ces mots simples m'ont réchauffé le cœur comme une tasse de thé par un matin d'hiver. Non, je n'étais plus seul. Henri était vivant. Des alliés veillaient dans l'ombre. Et moi, que tous croyaient faible et manipulable, j'étais désormais le pivot d'un plan qui sauverait non seulement notre patrimoine, mais peut-être aussi l'âme de notre fils. À 9 heures précises, comme je l'avais prévu, la porte de ma chambre s'est ouverte sur Étienne. Il portait un costume sombre, celui qu'il réservait habituellement pour les rendez-vous importants. Son sourire était crispé, ses yeux scrutateurs. « Bonjour maman, comment te sens-tu ce matin ?»« Mieux », ai-je répondu faiblement, jouant la comédie qui était devenue ma seconde nature. Les médecins disent que c'était juste de l'anxiété. Bien sûr que c'était de l'anxiété. Il s'est approché, déposant un bouquet de fleurs sur ma table de chevet, des lys blancs, mes préférés. Comment pouvait-il se souvenir de ce détail tout en planifiant ma disparition? J'ai parlé au docteur Laurent. Il pense toujours que les acacias seraient idéales pour toi. Un environnement calme, sans stress. Peut-être as-tu raison, ai-je concédé, observant la surprise traverser son visage. Il ne s'attendait pas à ce que je cède si facilement. Mais j'aimerais d'abord rentrer à la maison quelques jours, rassembler mes affaires, dire au revoir à notre appartement. Il a hésité, pesant visiblement le pour et le contre de ma requête. Bien sûr, maman, tout ce qui peut te rendre cette transition plus facile. 2 heures plus tard, après avoir signé les formulaires de sortie, nous étions de retour dans notre appartement de la Croix-Rousse. Chaque pièce semblait chargée de souvenirs et de trahisons. Le fauteuil d'Henri près de la fenêtre, vide. Les photos de famille sur le buffet, témoins muets d'une époque où nous formions une vraie famille. L'odeur familière du pain aux noix que j'avais l'habitude de cuire le dimanche matin, désormais remplacée par un parfum artificiel d'ambiance que Camille avait dû vaporiser. « Repose-toi », a ordonné Étienne, consultant sa montre avec impatience. « Camille passera te voir ce soir. J'ai un rendez-vous important à la banque. » Bien sûr qu'il en avait un, probablement pour finaliser le transfert de nos économies d'une vie. Dès qu'il a quitté l'appartement, j'ai commencé à mettre en œuvre notre plan. D'abord, j'ai appelé Madame Bouvier, ma voisine de palier depuis 30 ans. Cette ancienne professeure de mathématiques à la retraite avait toujours eu un œil critique sur Camille, ne se laissant pas berner par ses sourires mielleux. « Jeannette » ai-je chuchoté au téléphone. « Pourrais-tu venir prendre un café? J'ai besoin de ton aide. » Elle est arrivée 10 minutes plus tard, ses yeux vifs derrière ses lunettes cerclées de rouge s'écarquillant lorsque je lui ai exposé la situation. Non, pas toute la vérité. Je ne pouvais pas encore révéler qu'Henri était vivant, mais suffisamment pour qu'elle comprenne le danger. « Ces petits monstres !» s'est-elle exclamée, son poing ridé frappant la table avec une vigueur surprenante pour ses 75 ans. Je savais que cette Camille était un serpent. La façon dont elle te regardait, comme si tu étais un obstacle à éliminer. « J'ai besoin que tu gardes ceci en lieu sûr », ai-je dit, lui tendant une enveloppe contenant les documents qu'Henri m'avait donnés. « Et si je ne te contacte pas d'ici 3 jours, apporte-la directement au commissariat de la Croix-Rousse », demande le capitaine Mercier. Après son départ, j'ai fait quelque chose que je n'avais plus fait depuis des années. J'ai pris l'autobus jusqu'à l'église Saint-Nizier, au cœur du vieux Lyon. Ce n'était pas ma paroisse habituelle, mais c'était là qu'Henri et moi nous étions mariés, il y a 53 ans, sous les voûtes gothiques majestueuses.
C'était aussi l'un des lieux que nous avions convenu d'utiliser comme boîte aux lettres pour communiquer en cas d'urgence. Le père Martin, prévenu par le docteur Moreau, m'attendait dans la sacristie. Cet homme à la soutane élimée et au regard bienveillant avait baptisé Étienne. Il avait été le confident de notre famille pendant des décennies. Sa tristesse était palpable lorsque je lui ai révélé l'ampleur de la trahison de notre fils. Comment un enfant que nous avons vu grandir dans la foi et l'amour peut-il devenir si corrompu ? A-t-il murmuré, les mains jointes comme en prière. L'argent, mon père, ai-je répondu simplement. Et cette Camille, qui l'a transformé. Nous avons prié ensemble, non pas pour notre salut, mais pour celui d'Étienne. Malgré tout, il restait mon fils, l'enfant que j'avais porté, allaité, élevé. Quelque part, sous la cupidité et la manipulation, existait peut-être encore une étincelle de l'homme bon qu'il aurait pu devenir. Je suis rentré à l'appartement juste avant l'arrivée de Camille. Elle est entrée comme une reine dans son palais, vêtue d'un tailleur Chanel qui avait probablement coûté plus que 3 mois de pension de retraite d'Henri. Son parfum entêtant, une fragrance coûteuse et ostentatoire, a envahi l'espace comme une déclaration de propriété. « Marguerite » a-t-elle miaulé, m'embrassant sur les 2 joues avec une fausse affection. Jamais elle ne m'avait appelé belle maman, ou même Madame Fournier. Toujours mon prénom, prononcé avec cette légère condescendance qui me rappelait que, pour elle, je n'étais qu'un obstacle sur sa route. « Comment te sens-tu ? Étienne m'a dit que tu avais fait un petit séjour à l'hôpital. Quelle frayeur tu nous as causé. Je vais mieux, merci. » ai-je répondu, lui offrant le thé que j'avais préparé, du Earl Grey, son préféré, que j'avais délibérément trop infusé, car je savais qu'elle détestait cela. Pendant qu'elle parlait des merveilleux arrangements qu'ils avaient pris pour mon confort futur aux acacias, j'observais cette femme qui avait aidé à empoisonner l'esprit de mon fils. Belle, certes, avec ses pommettes hautes et ses lèvres parfaitement dessinées. Intelligente aussi, d'une intelligence froide et calculatrice, mais dépourvue de cette chaleur humaine qui avait toujours caractérisé notre famille. « Camille, ai-je interrompu doucement, pourquoi détestes-tu tant les Fourniers ?» Sa tasse s'est immobilisée à mi-chemin de ses lèvres. « Pardon ? Tu as travaillé si dur pour nous détruire. Je me demande simplement pourquoi. » Son masque a glissé, juste un instant, révélant la froide fureur qui l'habitait. « Je ne vois pas de quoi tu parles, Marguerite. Tu devrais peut-être prendre tes médicaments. Je n'en ai pas besoin. Je vois très clairement maintenant. » J'ai soutenu son regard, sans agressivité, mais avec une fermeté qui l'a visiblement déstabilisé. Le soir même, après le départ de Camille, Étienne est rentré, le visage sombre. « Maman, nous devons parler. Camille m'a dit que tu tenais des propos inquiétants. »« Quels propos, mon fils ?» ai-je demandé innocemment, continuant à tricoter l'écharpe que j'avais commencée avant toute cette folie. Des accusations, des suspicions. Il s'est assis en face de moi, adoptant ce ton patronisant qu'il utilisait désormais. « Écoute, je comprends que le deuil est difficile, que tu cherches des explications, des coupables peut-être, mais ces délires ne t'aideront pas. » « Des délires ?» J'ai posé mon tricot. Comme croire que mon mari est dans un cercueil alors qu'il ne l'est pas. Son visage s'est figé. Une ombre est passée dans ses yeux, si fugace que quelqu'un qui ne l'aurait pas porté dans son ventre ne l'aurait pas remarqué. « De quoi parles-tu ? Tu sais très bien de quoi je parle, Étienne. » Ma voix était calme, presque tendre. De la police d'assurance vie falsifiée, du plan pour m'interner aux acacias, du compte en Suisse. Il s'est levé si brusquement que sa chaise est tombée en arrière. « Tu n'as aucune preuve de ces allégations ridicules ? » « Au contraire, mon fils. » J'ai souri tristement. J'ai toutes les preuves nécessaires, et elles sont déjà entre de bonnes mains. Ce soir-là, alors qu'il téléphonait frénétiquement à Camille depuis sa chambre, j'ai réalisé que je n'avais plus peur, ni de lui, ni de l'avenir incertain qui m'attendait. J'avais vu Henri, j'avais la vérité de mon côté, et dans 3 jours, la justice ferait son œuvre. Mais en regardant la photo de mon fils sur le buffet, Étienne à 6 ans, souriant avec cette innocence pure qui caractérise l'enfance, j'ai senti mon cœur se briser une nouvelle fois. Quelle tragédie que l'amour maternel, capable de survivre même aux pires trahisons. Cette histoire vous a-t-elle bouleversé autant qu'elle m'a bouleversé en la vivant ? À 72 ans, j'ai dû affronter la plus grande trahison qu'une mère puisse imaginer. Mon propre fils, chair de ma chair, avait planifié ma disparition pour s'emparer de notre patrimoine. Et mon mari, l'homme que j'avais pleuré, avait participé à cette mascarade avant de réaliser son erreur. La question qui me hante encore aujourd'hui
Qu'avons-nous fait de mal pour que notre enfant devienne cet étranger calculateur? Que feriez-vous à ma place? Pardonneriez-vous à un fils qui a comploté contre vous? À un mari qui vous a fait croire à sa mort? J'ai choisi la justice plutôt que la vengeance, mais la douleur ne s'efface jamais complètement. Cette expérience m'a appris que parfois, l'amour ne suffit pas, que les apparences peuvent cacher les trahisons les plus profondes, et surtout, qu'il ne faut jamais sous-estimer la force d'une femme âgée qui refuse de se laisser manipuler. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits de vie qui défient l'imagination. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous auriez fait à ma place et partagez cette vidéo avec vos proches. Parfois, les histoires les plus incroyables sont celles qui nous rappellent de rester vigilants, même envers ceux que nous aimons le plus. Car comme je l'ai appris douloureusement, pire que la mort est la trahison qui vient de sa propre maison.